Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être connecté avec nous aujourd'hui pour la deuxième semaine en ligne du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explos, stage d'un jour. Donc, mon nom est Audrey-Anne Cloutier. Je suis chargée de projet à l'organisme et ça me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette séance avec vous. Alors, comme vous le savez, initialement, les jeunes, vous étiez censés partir en stage concrètement en milieu de travail pour explorer la profession qui vous intéresse. Étant donné le contexte actuel entourant la COVID, ça n'a pas été possible, mais on est très fiers d'avoir mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre quand même d'explorer la profession que tu avais choisie initialement. Alors, aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Madame Guylaine Caron, qui est traductrice au bureau de traduction. Bonjour Guylaine. Salut Audrey-Anne! Salut tout le monde! Tu vas bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite la rencontre. Je veux juste expliquer aux jeunes, si toutefois tu as des questions à la maison, n'hésite pas à inscrire tes questions dans l'onglet commentaires qui est juste en bas de la vidéo. Et puis, tout au long de l'entrevue, on pourra tenter d'y répondre au mieux. Sinon, Guylaine aussi là, se permettra d'y répondre une fois la diffusion terminée. Donc, Guylaine, merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. On va y aller avec la première question. En fait, on aimerait savoir quel est ton rôle au bureau de traduction. Moi, au bureau de la traduction, je vais commencer par définir un peu ce qu'est le bureau de la traduction pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas familiers avec le bureau. On est l'organisation au sein du gouvernement fédéral qui fournit des services de traduction à l'ensemble des ministères et organismes. Moi, je suis traductrice conseil. Alors, mon rôle, c'est de contrôler la qualité des textes qui sont traduits soit par mes collègues ou par des fournisseurs externes. Et j'encadre aussi les nouveaux traducteurs ou les étudiants qui viennent faire des stages avec nous. Le rôle du traducteur conseil est un peu différent, en fait, est très différent du rôle du traducteur parce que nous, on contrôle la qualité des textes qui sont traduits par les traducteurs. Alors, les traducteurs, eux autres, ils prennent un texte et ils prennent un texte qui est écrit. C'est important de faire la distinction entre la traduction et l'interprétation. Souvent, il y a une confusion entre les deux. La traduction, c'est un processus écrit, donc on prend un texte écrit et on le rend dans une autre langue. L'interprétation, c'est un processus qui se fait à l'oral. Alors, c'est deux choses quand même assez différentes. Donc, c'est ça. Le traducteur, lui, au quotidien, traduit des textes. Au bureau, on traduit surtout de l'anglais au français, parce que la demande est plus de l'anglais au français. Mais il y a aussi un service de traduction vers l'anglais et il y a un service de traduction multilingue aussi, qui traite notamment les langues autochtones. Pour ceux qui sont curieux, il y a environ 1300 employés au bureau de la traduction, donc c'est quand même assez gros. Et on traduit environ 375 millions de mots par année. Là-dessus, il y a 350 millions de mots qui sont traduits pour les ministères et organismes, puis il y a environ 50 millions de mots qui est traduit pour le Parlement. Donc ça, pour vous donner une idée, ça correspond à environ 1 million de pages de documents par année. Donc c'est beaucoup de mots qui sont traduits. Beaucoup de mots, beaucoup de travail. Oui, en effet. J'en doute pas. Excellent. Deuxième question maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement à quoi ressemble une journée type comme traductrice? Oui, en fait, ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais la journée d'un traducteur est vraiment remplie de rebondissements. Quand on pense au travail de traducteur, on s'imagine une personne assise devant son écran, toute seule, à taper au clavier toute la journée. Puis, franchement, je vous mentirais pas, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais il reste que c'est pas ennuyant pour tout ça. Je vous dirais que quand j'ai animé quelques fois la journée des jeunes explorateurs sur place au bureau, puis une chose qui surprend beaucoup les étudiants, les élèves quand ils rentrent dans le bureau, c'est que dans la zone réservée aux traducteurs, finalement, c'est le silence et le calme qui règne dans un bureau de traduction. C'est assez impressionnant quand tu regardes le nombre de personnes sur place et le peu de bruit qu'il y a parce que notre travail requiert une concentration vraiment constante. Mais silence et calme ne veut pas dire que c'est ennuyant pour tout ça. Parce que nous, les traducteurs, finalement,
Oui, on traduit, c'est ça notre travail, mais on peut traduire des textes de nature tellement variée. Ça nous amène souvent à sortir de notre zone de confort, puis à explorer des domaines, des sujets qu'on n'aurait jamais pensé explorer. Donc, ça rend vraiment le travail intéressant et diversifié. On est aussi appelé oui, on travaille seul la majorité du temps, mais on est appelé quand même régulièrement à travailler en équipe, notamment sur des textes plus gros, surtout pour assurer l'uniformité des textes, parce que Oui, quand un texte est divisé en plusieurs personnes, mais il faut que la même terminologie se retrouve dans toutes les parties. Donc, on travaille beaucoup en équipe. Pour vous donner une idée, là, un traducteur peut arriver le matin, puis là, il regarde dans le système, puis il voit qu'il y a un texte de 2000 mots qui lui a été attribué pour la journée. Juste pour vous donner une petite idée, 2000 mots, ça peut représenter une journée ou une journée et demie de travail selon la complexité du texte, selon la rapidité du traducteur, ça dépend un peu. Donc là, le traducteur s'attaque à son texte, il commence à traduire. Une heure plus tard, il peut recevoir un courriel qui dit « Hey, on a une urgence, on a besoin d'un traducteur pour traduire 500 mots d'ici midi, est-ce quelqu'un qui peut nous aider? » Fait que là, on regarde notre affaire, on voit si c'est possible selon ce qu'on a à faire. Si c'est nous qui acceptons le texte, là, on change complètement. Là, on était peut-être en train de traduire une politique sur un sujet X. Là, on tombe dans une note de service qui explique un programme, ou en tout cas, ça peut vraiment passer d'un sujet à un autre. Ça peut être très, très différent. Donc là, on traduit notre urgence. Après ça, on revient à notre texte, on s'y remet pendant une heure. Là, on reçoit un courriel d'un collègue qui veut nous consulter sur une question de langue. On essaie de consulter différents ouvrages pour répondre à la question. Après ça, on se remet à notre texte. Quand je parlais de rebondissement, c'est un peu ça. C'est qu'il faut vraiment avoir une bonne capacité d'adaptation pour être capable soit de passer d'un texte à un autre, ou c'est ça, d'être capable. On se consulte beaucoup entre traducteurs. Donc, être capable de laisser notre texte de côté quelques minutes pour répondre à la question d'un collègue ou pour répondre à notre gestionnaire qui veut qu'on participe à un projet, disons, sur la traduction automatique. Il y a toutes sortes de projets au bureau. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, les traducteurs, la grande partie de la journée, sont assis devant leur écran puis ils traduisent, mais il y a plein de petits trucs qui arrivent dans une journée qui font que les journées sont pas du tout ennuyantes finalement. Oui, je comprends qu'une des qualités majeures, justement, c'est la capacité d'adaptation, certainement, là, parce que les contrats peuvent être changeants, le vocabulaire également. Fait que faut être capable de s'adapter. Ça doit être une qualité première pour exercer. Oui, je vais en parler un petit peu tantôt. Je vais aborder un peu les qualités, justement, qui sont nécessaires pour être un bon traducteur, puis la capacité d'adaptation en fait partie. De plus en plus, je te dirais, parce que ça va de plus en plus vite. Les échéances sont de plus en plus courtes. Les clients sont de plus en plus exigeants. Donc, oui, il faut savoir s'adapter à la demande. Et justement, pour répondre aux besoins du client et puis pour permettre de respecter les échéanciers, quel genre d'outils vous pouvez utiliser là, pour faciliter votre travail? En fait, nous, les traducteurs, on travaille vraiment avec une panoplie d'outils. Pour la plupart, on a deux écrans. On a un écran sur lequel on a notre texte, le texte qu'on traduit, et sur l'autre écran, on a plein d'onglets d'ouverts. Moi, j'ai le système qu'on utilise à l'interne pour l'attribution des tâches, pour voir qu'est-ce que j'ai dans ma journée à faire. J'ai une mémoire de traduction ouverte, j'ai une banque de terminologie, j'ai plein de dictionnaires de différents types. J'ai des sites web qui portent sur le sujet du texte que je suis en train de traduire ou réviser. Alors, j'ai plein d'onglets d'ouvert. On utilise bien sûr des dictionnaires, comme tout le monde le sait. C'est sûr qu'on utilise de moins en moins de dictionnaires papier. On a à peu près accès à tout en ligne, ce qui facilite beaucoup notre travail. C'est beaucoup plus rapide de consulter un dictionnaire en ligne qu'un dictionnaire papier. Au-delà de ça, nous, on utilise beaucoup une banque de données terminologiques qui s'appelle Termium. Il y a peut-être des jeunes qui connaissent déjà Termium parce que c'est un outil qui est accessible au public. Si jamais vous ne le connaissez pas et vous voulez aller vous familiariser avec cet outil-là, vous pouvez aller sur le site du Portail linguistique du Canada. C'est un
un site web qui est mis en ligne par le bureau et qui donne accès. Il y a un lien sur le portail vers Termium, mais il y a aussi plein de trucs intéressants qui touchent le domaine langagier, des articles de blog qui ont été écrits sur différents sujets, des jeux, des exercices. Il y a un navigateur linguistique dans lequel on peut obtenir des conseils sur la grammaire, les anglicismes, la ponctuation. Donc, le portail, vraiment, c'est une belle mine d'informations. Et Termium est là, accessible. Termium contient des millions de termes là, dans tout plein de domaines. Excusez-moi. Surtout en anglais et en français. Je crois qu'il y a du portugais aussi, je suis pas certaine, là, il faudrait aller voir. Donc, Termium, ça, c'est une banque de terminologie qu'on utilise au quotidien. On utilise aussi des mémoires de traduction. Des mémoires de traduction, c'est des bases de données qui contiennent des segments de texte déjà traduits. Donc, c'est certain que ça accélère le processus de traduction. Si on trouve une partie de notre texte qui a déjà été traduit, ben on peut réutiliser ça, puis ça accélère le processus. Par contre, faut vraiment faire preuve de beaucoup de jugement. Faut vérifier chaque phrase pour voir si ça correspond vraiment à la nôtre. Faut vérifier si c'est le niveau de langue est approprié, si ce qui est dit là, ça correspond à notre contexte. Il y a beaucoup de vérifications à faire, même si la phrase est déjà traduite. C'est la même chose avec les traductions automatiques. On en voit de plus en plus. Ils sont partout, les traductions automatiques, et ils sont de plus en plus utilisés. Et c'est des outils vraiment qui peuvent s'avérer très pratiques. Mais encore une fois, faut faire attention, faut faire preuve de beaucoup de jugement. C'est des outils qui font partie des nouvelles réalités. C'est des outils qu'on peut le constater qui s'améliorent sans cesse. C'est assez impressionnant, vraiment. Là, nous, les traducteurs, on regarde ça aller. C'est important de se tenir à jour, de voir ce qui se passe, puis de pouvoir utiliser au mieux ces outils-là. Puis c'est assez impressionnant de voir comment ça s'améliore vite. Mais il faut quand même... Les mots d'ordre, là, c'est vigilance, jugement, prudence, rigueur. Il faut vraiment faire attention. Quand on voit les résultats finaux, des fois, on est surpris. On se dit, wow, c'est bien ce que la machine peut faire. Mais à d'autres occasions, on se dit, oh mon Dieu, j'ai pas peur à mon travail, j'ai pas peur à mon emploi parce que la machine ne pourra jamais remplacer l'humain parce qu'en traduction, le jugement est trop important pour que ces outils-là prennent toute la place. Ici. Donc, on les utilise, on essaie de s'en servir parce qu'ils peuvent faciliter notre travail, mais on le fait vraiment avec prudence. Donc, ça ressemble à ça. Comme je disais, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise. Il y a plein d'ouvrages en ligne aussi. Je parlais de dictionnaires tantôt. C'est sûr qu'il y a les dictionnaires de langue généraux, comme le Petit Robert, le Petit Larousse, qu'on peut consulter. Mais nous, on utilise aussi d'autres types de dictionnaires, des dictionnaires des difficultés de la langue. Moi en particulier, vu que j'encadre des étudiants et des nouveaux traducteurs, quand je fais des interventions dans leurs textes, il faut que je les justifie. Donc, je m'appuie beaucoup sur des dictionnaires comme ça qui me permettent d'expliquer des points de langue. On a des dictionnaires, le dictionnaire des co-occurrences que moi j'utilise beaucoup. C'est un des outils qui est dans Termium aussi, des outils linguistiques. Les co-occurrences, c'est de trouver les mots, quels mots vont avec quels mots finalement pour que la traduction soit idiomatique, c'est-à-dire que la traduction coule bien puis que ça sonne français, même si on parle d'un texte anglais. Des dictionnaires Oui. Ça me fait penser, je vois une question ici là de Gnoma qui se demande si pour être traducteur, en fait, il faut être vraiment fort en langue parce que oui, on s'aperçoit que la technologie, c'est aidant pour votre profession, quoi qu'il faut être quand même vigilant. Mais mis à part ça, est-ce qu'il faut vraiment être un expert en langue pour exercer la profession, justement, quand il y a des nuances comme ça de terminologie? Oui, excusez-moi, le traducteur doit vraiment connaître de façon approfondie au moins 2 langues, les langues dans lesquelles il traduit finalement. Habituellement, on traduit seulement vers notre langue maternelle. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu francophone. Moi, je traduis vers le français. C'est la langue dans laquelle je me sens le plus à l'aise. C'est la langue que je maîtrise le mieux. Parce que oui, comme tu disais, Audrey-Anne, il faut
maîtriser les subtilités de la langue. Il faut, quand on traduit, la personne qui lit la traduction devrait pas être capable de se rendre compte que c'est une traduction. Devrait penser que c'est un texte qui a été rédigé par un locuteur francophone, par exemple, si on traduit vers le français. Donc, c'est pour ça qu'on dit on traduit vers notre langue maternelle, parce que c'est la langue qu'on maîtrise. On est capable de rédiger un texte qui va bien couler, qui va bien se lire. Il y a des gens qui connaissent, tu sais, qui ont grandi qui ont été élevés dans 2 langues ou 3 même, qui connaissent très très bien de façon approfondie 2 ou 3 langues. Eux autres peuvent se permettre de jongler un peu plus avec ça. Mais en général, il y a toujours une langue dans laquelle on est plus fort, donc c'est celle-là qu'on traduit. Et bien sûr, la langue source de laquelle on traduit, il faut la connaître très très bien aussi pour pouvoir justement pas tomber dans les pièges. Et justement, si on regarde un texte qui est traduit par une machine, la machine va tomber dans les pièges. Nous, faut les rattraper. Donc, oui, il faut vraiment être un spécialiste des langues, au moins de 2 langues. Puis ça, c'est quelque chose qu'on approfondit dans notre formation. Très bien. Puis justement, parlant de formation, c'est exactement la question de Léa qui se demande, donc, quelle est la formation, quelles sont les études nécessaires pour devenir traducteur et développer cette expertise-là dans ces langues? En fait, pour être traducteur, ça prend un bac ou une maîtrise en traduction. Les programmes de traduction sont offerts dans quand même plusieurs universités. Ici, à Québec, moi, je suis à Québec, à l'Université Laval, il y a un programme de traduction. Il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Montréal, il y en a dans la région de l'Outaouais, il y en a un peu partout. C'est assez facile, je pense, de trouver une université où il y a le programme de traduction. Pour l'interprétation, par contre, ça, si je ne m'abuse, il y a juste l'Université d'Ottawa qui a la maîtrise en traduction. C'est une maîtrise. Et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, là, ça sort juste à Ottawa. Très bien. Et puis, à quel moment, Guylaine, est-ce que tu as su que c'est ça que tu voulais faire dans la vie, toi, devenir traductrice? Moi, c'est pas un premier choix de carrière. En fait, moi, j'ai étudié d'abord en enseignement de l'anglais langue seconde. J'ai fait un bac en enseignement de l'anglais. Je pense que le point commun que tous les traducteurs ont, puis je pense que tout le monde qui nous écoute présentement, c'est l'amour des langues, une passion pour les langues. Moi, j'ai toujours eu ça. Je savais pas trop où m'en aller avec ça. Là. J'ai décidé de m'en aller vers l'enseignement. J'ai pas trop aimé l'enseignement pour toutes sortes de raisons. Ensuite, j'ai navigué un petit peu, toujours dans des choses qui touchaient les langues. J'étais adjointe administrative, j'étais agent de bord. Je cherchais toujours des endroits où j'avais besoin de 1, 2 ou 3 langues parce que c'est ça que j'aimais. Fait que pour moi, ça a été un retour aux études. J'avais une amie qui était traductrice et elle avait vraiment l'air d'aimer ce qu'elle faisait. Puis moi, je me disais, Colin, ça a l'air le fun. Tu sais, j'aime les langues. Ça pourrait me permettre d'approfondir ce que je sais déjà. Donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé d'essayer ça. Et je me suis rendu compte que la traduction correspondait beaucoup plus que tout ce que j'avais fait avant à ma personnalité. Comme on parlait tantôt de la capacité d'adaptation, qui était une des qualités qu'il faut posséder quand on veut être traducteur, il y a aussi, si je peux en nommer quelques-unes, là, le souci du détail, la rigueur. Il faut aussi aimer faire des recherches, aimer aller au fond des choses, aimer apprendre à connaître des nouvelles choses parce qu'on est appelé à traduire des textes de nature variée. Faut aimer aussi, naturellement, travailler seul. Faut être à l'aise de travailler seul. Puis, il faut aimer aussi travailler en équipe pour être capable de collaborer avec nos collègues. Moi, tu vois, là, j'encadre des jeunes, des étudiants et des nouveaux traducteurs. Donc, ça combine mon bac en enseignement. Finalement, je transmets des connaissances et mon bac en traduction. Fait que j'ai comme trouvé le meilleur des deux mondes, là. Ben oui. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en traduction, il y a beaucoup de retours aux études, beaucoup de gens qui ont fait autre chose avant, puis qui reviennent, qui font un bac en traduction. Je ne sais pas si ça peut s'expliquer par le fait que la traduction, comme ça, pour
je sais pas, moi, un jeune de 18 ans, ça peut peut-être avoir l'air ennuyant. Tu sais, les jeunes ont besoin d'action, ont besoin de bouger. Puis la traduction, quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, il me semble que ça n'a pas l'air de bouger tant que ça. Fait qu'il y a peut-être ça qui explique un peu des fois que c'est une réorientation. Mais moi, j'ai plein de collègues, là, c'est des gens qui ont fait leur secondaire, après ça, qui ont fait leur cégep dans un programme qui leur a permis après ça de s'inscrire au bac en traduction, puis qui ont fait tout le parcours, puis ils sont très heureux, puis ils adorent ça, là. C'est juste qu'il y en a qui trouvent leur voie plus tôt que d'autres, là. Mais il n'est jamais trop tard pour se réorienter parce que notre expérience de vie aussi peut beaucoup nous aider dans notre métier au quotidien. Puis c'est une bonne occasion aujourd'hui d'en parler parce que c'est pas nécessairement une profession à laquelle on pense. Tu disais tantôt que le travail est tellement bien fait de façon minutieuse que parfois, quand on lit un ouvrage, on a l'impression que c'est pas une traduction, que c'est la version originale. Donc, juste la conscience de voir que c'est pas, c'est un travail, c'est un professionnel qui a travaillé là-dessus. C'est pas quelque chose à laquelle on pense nécessairement. Oui, t'as raison. On parle beaucoup plus souvent des mauvaises traductions que des bonnes. Tu sais, on voit passer ça sur Facebook, on voit passer ça un peu partout. Tu telle traduction, c'est ridicule. Puis c'est vrai, là, on en voit de tout ça. Puis il y en a qui, souvent, justement, c'est fait par la machine, mais ça n'a pas été révisé par un être humain. Donc, c'est du gros n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde aussi il y a beaucoup de gens qui vont s'improviser traducteurs, si tu peux. Il y en a qui sont très bons, même s'ils n'ont pas de formation. Mais c'est sûr que la formation nous aide vraiment à acquérir tous les mécanismes puis toutes les bases de la traduction. C'est vraiment important pour faire un travail de qualité. Et justement, il y avait une autre question d'un jeune, Béatrice, qui se demande en fait quelles sont les perspectives d'emploi en traduction, qui sont les employeurs potentiels, où peut-on travailler comme traducteur? Oui, en fait, il y a beaucoup de travail en traduction. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, là. Ça tombe de partout, le travail en traduction. Ça dépend beaucoup de notre personnalité. Il y a le bureau de la traduction pour lequel moi je travaille, qui est l'organisation du gouvernement fédéral. C'est le bureau qui embauche le plus de traducteurs au Canada, le bureau. Il y a aussi des cabinets privés, ça, il y en a partout au Canada, il y en a partout dans le monde, qui sont des cabinets qui fournissent des services de traduction. Il y a des grandes entreprises aussi qui ont leur propre service de traduction. Je sais pas, je pense à Air Canada, à Bell Canada, eux autres, c'est des grosses entreprises, donc ils vont avoir leur traducteur à eux. Donc, si des fois on s'intéresse à un domaine en particulier, on peut aller vers ça. Et il y a naturellement le travail autonome. La traduction se prête très bien au télétravail. Donc, les gens qui veulent avoir un peu plus de souplesse, gérer eux-mêmes leur horaire, ils peuvent travailler à leur compte. Par contre, quand on fait ça, là, nos tâches sont plus variées que si on travaille pour un organisme ou une entreprise ou un cabinet, parce que à ce moment-là, tu fais pas juste traduire, il faut que tu trouves tes clients. Il faut que tu négocies les prix et les délais, il faut que tu fasses ta facturation, il faut que tu gères les demandes du client, il faut que tu gères les plaintes s'il y en a. Donc, le travail est beaucoup plus varié, mais s'il y a des gens qui aiment toucher à tout, c'est un beau moyen aussi de faire le métier de traducteur tout en faisant des choses quand même assez variées dans sa journée. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de perspectives d'emploi en traduction. Puis ça dépend beaucoup de notre personnalité, finalement, où on choisit d'aller. Et il y a aussi d'autres professions langagières aussi qui peuvent être explorées. Si quelqu'un trouve que la traduction, ça a l'air d'être quelque chose de trop... quelqu'un qui aime plus bouger, mais pourrait s'en aller vers l'interprétation, où là, on est plus en contact avec des gens. Il y a au Canada, il y a beaucoup d'interprètes qui sont sur la colline du Parlement à Ottawa. Il y a aussi des interprètes de conférences qui, eux, sont appelés à voyager au Canada, à l'étranger. Donc, l'interprétation peut être une option intéressante pour certains. Et il y a aussi un domaine dont on entend moins parler, la terminologie. La terminologie, ça, c'est un travail qui consiste à répertorier des termes qui sont propres à un domaine, à les définir, et ensuite chercher des équivalents dans une autre langue. Donc, les fiches qu'on retrouve dans Termium, l'outil dont je parlais tantôt,
il y en a beaucoup, beaucoup qui sont créés ou qui sont vérifiés par un terminologue. Au quotidien, pour vous donner un exemple, si moi, je suis en train de traduire un texte dans un domaine que je connais moins, quelque chose de plus technique, puis là, j'ai un terme anglais et je fais des recherches, mais je trouve rien. Je peux m'adresser à un terminologue. Et en passant, nos bureaux, on est très, très chanceux parce qu'on a accès à des professionnels comme ça, des terminologues, des correcteurs d'épreuves qui vont relire nos textes, des éditistes qui vont nous aider avec la mise en page. Donc, on est une belle équipe de spécialistes. Puis on peut tous travailler ensemble, ça facilite beaucoup le travail de traduction. Alors, je peux demander, oui, je reviens à ma terminologie, je peux demander au terminologue de m'aider à trouver un terme. Fait que lui, ce qu'il va faire, il va dépouiller des textes en anglais qui contiennent ce terme-là. Il va regarder tout ça, puis il va essayer de voir des textes dans le même domaine en français, et essayer de voir, ah, OK, cette notion-là, elle revient dans ce texte-là, c'est la même, comment il appelle telle affaire. Puis il va essayer de voir s'il existe un équivalent en français, puis il va faire des propositions. Donc ça, c'est plus le travail du terminologue. Alors, il y a beaucoup de travail en traduction, puis il y a des professions connexes aussi qui peuvent être intéressantes à explorer. Puis il y a une belle collaboration entre les pairs là dans un bureau. Oui. Puis justement, il y avait une question aussi que je trouve vraiment intéressante de la part de Charles Émile. Il se demande dans un bureau, dans une équipe de travail, est-ce que c'est majoritairement des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs, par exemple, qui viennent de l'étranger, qui viennent travailler ici, vice-versa? Au niveau de la diversité, là, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, c'est une super bonne question. Moi, je suis au bureau de Québec depuis que je travaille au bureau. Ça fait à peu près 15 ans. Je te dirais que le ratio homme-femme, c'est assez marqué, là. Il y a vraiment pas beaucoup d'hommes en traduction. En tout cas, au bureau, là, il y a beaucoup plus de filles pour l'instant, mais ça peut être appelé à changer. Les gars sont super bons. Les gars qui sont au bureau, en tout cas, sont vraiment bons. Puis pour ce qui est de la diversité, à Québec, on le voit moins. Donc, j'ai pas de données pour le bureau de la traduction, mais je sais que les gens de l'étranger ont beaucoup à amener parce qu'ils parlent d'autres langues qui sont recherchées parce que, comme je disais, le bureau a un service multilingue. Donc, si quelqu'un a des connaissances, des compétences dans des langues qui sont plus rares, ben c'est super intéressant là, pour un employeur d'aller chercher ces gens-là et les amener dans son équipe parce qu'il va pouvoir offrir un service à des gens qui... Exactement. Donc, c'est une belle richesse. C'est certain que c'est un objectif du bureau et sûrement d'autres organisations de diversifier le plus possible l'effectif, c'est certain. Et en terminant, Guylaine, si tu t'adressais directement aux jeunes qui s'intéressent à la profession de traducteur, qu'est-ce que tu leur dirais là, pour rester motivés puis continuer vers cette voie-là? Ben écoutez, moi comme je disais, ça fait à peu près, en tout, ça fait je pense 16 ans là, que je travaille en traduction, puis je me suis cherchée un petit peu avant. C'est un beau métier, vraiment. Il y a tellement de choses à apprendre. C'est comme je disais, on s'ennuie jamais parce que on traduit dans des domaines différents qui nous amènent à apprendre chaque jour. Fait que ça fait que tu peux pas t'ennuyer. Là. La motivation est facile à trouver de par cette caractéristique-là du travail. Si je peux vous donner un conseil, ce serait de lire. De lire tout ce qu'on trouve qui a été rédigé dans la langue vers laquelle on veut traduire, mais aussi dans la langue la langue à partir de laquelle on traduit, parce que c'est certain que pour bien traduire, il faut savoir bien rédiger dans notre langue, mais il faut bien comprendre aussi les nuances et subtilités de l'autre langue. Donc, moi je dis en anglais et en français, mais dans les langues de travail visées, si vous aimeriez travailler de l'espagnol au français, ben lisez du français, lisez de l'espagnol. C'est important, plus on lit, plus on a du vocabulaire, plus on voit des tournures, plus quand on écrit, c'est facile de bien tourner nos phrases. Alors, lire, se tenir au courant de l'actualité,
parce que oui, il faut connaître les langues pour bien traduire, mais il faut aussi être capable de bien comprendre le contexte, le contenu des textes. Fait que c'est important d'avoir des connaissances générales. Et c'est ça, comme je disais tantôt, on traduit la plupart du temps dans notre langue maternelle. Moi, une question que je me fais très, très souvent poser quand je dis que je suis traductrice, c'est hey, combien de langues tu parles? Puis là, si on a le malheur de répondre 2, on se dit oh, ben, tu sais, c'est comme si les gens étaient déçus un peu. Mais l'important, là, c'est de maîtriser les langues dans lesquelles on veut travailler. Fait que si on en parle 2, c'est amplement suffisant si on les maîtrise bien. Mais si on en a plus, ben tant mieux, c'est une belle richesse. Puis, comme je disais, ça peut nous permettre de travailler dans différentes combinaisons de langues. Si jamais il y a des gens qui veulent aller voir les possibilités d'emploi au gouvernement, il y a la page vous pouvez aller sur emploi.gc.ca. Je crois qu'à cet endroit-là, il y a des offres d'emploi qui sont publiées par le gouvernement. Il y a aussi un lien vers le programme fédéral d'expérience de travail étudiant, qu'on appelle plus communément le PFETE. Vous pouvez aller voir c'est quoi les modalités d'inscription pour ce programme-là qui permet de faire un stage au bureau, si c'est ce que vous souhaitez, ou ailleurs au gouvernement. Il y a aussi des programmes de type coop. Ça, il faudrait s'informer dans votre établissement d'enseignement au responsable des stages pour voir si votre établissement d'enseignement offre ce type de stage-là. Il y a possibilité de faire un stage de type coop au bureau. Donc, il y a beaucoup d'informations sur Internet sur tous ces programmes-là. Fait que si vous voulez voir si vous êtes admissible, vous pouvez aller sur les sites web du gouvernement, aller vérifier ça. Bien, merci beaucoup, Guylaine, pour avoir partagé ta passion pour ton travail. Vraiment, c'est inspirant. On te remercie pour ton temps aujourd'hui. Vraiment, ça a été très éclairant. Je suis sûre qu'à la maison, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu réponse à leurs questions et que ça leur a sans doute permis là, d'éclairer leur choix scolaire et professionnel. Donc, là-dessus, encore une fois, merci. Et merci à toi d'avoir été connecté avec nous. Sache que cet avant-midi à 11h30, il y aura une technologue en médecine nucléaire qui va être là pour parler de son emploi. Alors, sur ce, bien, merci encore Guylaine, puis je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Adrienne. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bye bye.